Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Alors Noël approche et peut-être avez-vous prévu de vous échapper quelques jours. Eh bien aujourd'hui on va vous faire découvrir les solutions qui vont vous faciliter les départs en vacances. Que ce soit des campings, des appartements, des maisons, des villas de particuliers ou des résidences sélectionnées, à chaque envie ses vacances. Alors comment le numérique va-t-il vous aider à choisir la destination idéale? Comment trouver les destinations permettant d'accueillir au mieux les personnes à mobilité réduite, mais aussi les familles très nombreuses? Et quelles sont les dernières innovations pour des vacances inédites? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial bien préparé ces vacances, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale vacances et numérique, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Borin. Nicolas, bonjour, vous êtes directeur général de Maeva. Donc c'est l'entité du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Dites-nous quelle est la spécificité de Maeva avant de commencer. Bonjour, Maeva c'est une plateforme de voyage en ligne qui propose sur un seul même site tous les types de locations de vacances en France et en Europe. Et notamment du camping, de la location de particuliers à la mer et à la montagne. Alors Nicolas, vous avez une vision globale, puisque vous êtes sur tout le territoire avec des catégories d'établissements différentes. Quelle vision vous avez aujourd'hui des prévisions, on va dire, de départ en vacances? C'est quoi les grandes tendances? Où les Français vont-ils aller cet hiver? Alors cet hiver, le grand gagnant, c'est sans surprise les vacances à la montagne. Les vacances à la montagne qui représentent sur les vacances pour Noël et Nouvel An, c'est à peu près 8 départs sur 10 qui sont réservés pour les vacances à la montagne. Avec sans surprise les hautes stations, les stations à plus de 1800 mètres, là où la neige est quasiment garantie. Mais il y a un petit phénomène nouveau. On a à peu près 40% de croissance de séjours à la mer par rapport à l'année dernière. Donc des vacances à petit budget, des vacances moins loin, plus près de chez soi, également pour passer ces vacances de Noël. Alors Nicolas, on parle beaucoup de baisse du pouvoir d'achat, mais quand je vous écoute, il n'y a pas d'impact sur les vacances à la montagne, parce que ça coûte quand même assez cher. Le pouvoir d'achat est un sujet dont on s'occupe évidemment beaucoup quand on vend des vacances. On sait que partir en vacances à la montagne, ça a un coût. C'est pas donné à tout le monde. On se bat pour essayer de donner un maximum de facilité à l'ensemble des gens qui veulent partir en vacances. Et c'est pour ça que de notre côté, on travaille sur plein de choses. On travaille sur des facilités de paiement, la possibilité de payer en 4 fois, notamment pour préparer ses vacances. Beaucoup de flexibilité également pour annuler ses vacances. Et on développe une offre plus accessible, les vacances à la mer, comme je vous en parlais. Mais il y a également des très bons rapport qualité-prix sur des stations moins hautes pour passer de très belles vacances en famille. Et j'ai envie de vous demander, on réserve ses vacances de la même manière qu'avant le Covid, où on s'y prend tôt, on s'y prend au dernier moment. Comment ça se passe quand les comportements sur ce marché? On revient sur une courbe qu'on qualifie de chameau, avec 2 bosses. 2 bosses alors. Donc, les 2 bosses du chameau, beaucoup d'anticipation. Quand on regarde les prévisions pour Noël et Nouvel An, c'est à peu près 90 jours d'anticipation de réservation. Et on va avoir un deuxième phénomène d'hyper dernière minute pour une clientèle qui est très opportuniste, qui veut s'assurer qu'il y a de la neige, qui veut s'assurer d'avoir le meilleur rapport qualité-prix et qui commence à réserver 2-3 semaines des vacances de Noël. Les pics de dernière minute commencent vraiment à se manifester. Alors on parle de la neige, vous en parlez beaucoup, mais est-ce que c'est parce qu'on a peur qu'il n'y en ait plus dans quelques années qu'on se dépêche d'aller à la montagne, ou alors il y a une envie d'évasion? C'est quoi ce qui motive cette urgence, on va dire, à aller voir de la neige en hiver? Je pense qu'il y a la féerie, le côté montagne, quand on l'imaginaire collectif, c'est la neige, c'est les pieds dans la neige, c'est des vacances qui sont à la fois très dépaysantes, très reposantes, mais très sportives. On a tous envie, quand on a la capacité de le faire, de partir à la montagne. Et c'est vrai que c'est une évasion qui est possible avec de plus en plus d'offres. La neige, c'est le ski, mais c'est pas que le ski. Les stations ont beaucoup travaillé pour proposer des alternatives au ski. La luge pour les enfants, les raquettes pour les plus grands. Mais il y a également de plus en plus d'infrastructures qui permettent de découvrir la montagne autrement, à côté, avant et après le ski. Et il y a une dimension un peu écologique aussi, avoir de la neige, avoir du blanc, mais j'aimerais rebondir sur ce qu'on appelle l'écotourisme, c'est-à-dire contribuer ou donner sa petite part de contribution, on va dire, à l'évolution de nos paysages. C'est un critère dans le choix? Est-ce qu'on choisit des lieux à protéger? Est-ce que ça rentre en ligne de compte? C'est un critère qui est de plus en plus important, mais qui n'est pas non plus le critère numéro 1. Je pense qu'on est sur un vrai changement de société avec beaucoup d'attention de la part des consommateurs et des vacanciers sur le sujet. Ils sont attentifs à ce qu'on propose, ils sont attentifs à l'expérience qu'ils vont vivre. Et le choix qu'on fait, nous, c'est 2 choses. C'est d'abord de
mieux valoriser les hébergements qui s'engagent dans une transition écologique, qui font attention à la chaleur, qui font attention à la piscine, qui font attention à la rénovation. Et c'est également faire un peu de pédagogie pour nos vacanciers, en leur expliquant que partir en train à la montagne, ça a une empreinte écologique bien meilleure que de prendre sa voiture thermique. C'est toute une série de choses qu'on apporte. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas encore le critère numéro 1 pour sélectionner ses vacances, a fortiori sur les vacances à la montagne. Ben alors, un exemple peut-être anecdotique, mais si on va à la montagne, on se dit je vais avoir un sauna, une piscine chauffée à 40 degrés, ce qui est peut-être pas forcément écologique. Est-ce que les gens sont prêts à renoncer à ce genre d'avantages, on va dire, au nom de l'écologie ? Certains renoncent et certains font le choix de ne pas choisir une résidence avec une piscine chauffée. Certains nous disent qu'effectivement le sauna qui est en extérieur sur une terrasse de chalet n'est pas cohérent avec un positionnement d'éco-engagement. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup d'attention, beaucoup de volonté de faire attention, mais en effet, c'est pas aujourd'hui un critère qui est encore discriminant. Si je vous donne une statistique sur l'été qui est malgré tout assez intéressante, 30% des réservations qu'on a eues l'été dernier se faisaient sur un établissement dit éco-engagé. Ça montre une volonté des consommateurs de faire attention, mais le critère du prix, le critère des avis clients, le critère de la satisfaction restent des éléments hyper important pour choisir ses vacances. Alors justement, parlons des avis clients, parce que quand on est sur Internet, c'est fondamental, ça influe énormément. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui envoient des petits avis, on va dire, du siège social pour orienter d'un côté ou de l'autre les destinations ? Alors, pour votre première question, les avis sont hyper importants. En tant que professionnel du tourisme, on se base sur deux choses. La première, c'est de proposer un contenu de qualité, des photos, des descriptifs les plus détaillés possibles. Mais on sait aussi, et je suis un bon exemple pour ça, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, quand je réserve mes vacances, je fais beaucoup attention à ce que d'autres pères de famille ont pu vivre avec leurs enfants pour choisir ces vacances. Les avis clients sont un élément de comparaison qui est indispensable pour réserver ses vacances. Pour votre deuxième question, non. On va proposer à nos vacanciers de donner leur avis au maximum, les inciter à toujours plus nous recommander ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont moins apprécié pour se développer. En revanche, on ne fait pas d'avis de notre côté. D'accord. Là aussi, donc, il y a des plateformes aussi qui interviennent, comme Airbnb, pour ne pas le nommer. Est-ce que c'est une concurrence, on va dire, un peu déloyale qui est un ovni qui est apparu sur le marché des vacances? Alors c'est clair qu'Airbnb a bouleversé le secteur de la location de vacances depuis 10 ans en proposant une offre énorme sur le marché. Je pense que c'est une vraie transformation qu'ils ont opérée. C'est un concurrent, c'est un partenaire avec lequel on travaille également beaucoup. Il y a un besoin d'accompagner ces propriétaires loueurs pour proposer beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'engagement également. Et on sait que tout ce qui se dit en ce moment sur la régulation va dans le bon sens pour permettre de réguler un peu l'ensemble du marché, notamment de la location de la main à la main sur Airbnb. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, donc comme vous êtes sur le web, comment vous l'utilisez? Vous avez des agents en intelligence artificielle qui dialoguent quand on veut choisir ses vacances et qui vous orientent? C'est quoi l'application que vous en faites au quotidien? Aujourd'hui, il y a vraiment 2 éléments, et c'est vrai que l'intelligence artificielle bouleverse le monde et le tourisme. On passe pas à côté sur la préparation de ses vacances. Nous, on l'utilise chez Maeva de 2 manières. La première, c'est beaucoup plus de réactivité et de disponibilité pour nos vacanciers. On est capable d'interagir dans toutes les langues aujourd'hui grâce à un chatbot sur le site internet, ce qui permet d'être réactif, disponible, de répondre à la bonne question de la meilleure façon. La deuxième manière dont on l'utilise, c'est que c'est une véritable aide aussi pour nos équipes, pour nos conseillers vacances, pour être plus réactif encore pour nos vacanciers. On sait également que l'intelligence artificielle nous aide à optimiser la qualité du contenu qu'on propose à nos vacanciers. Donc c'est à la fois une transformation dans les usages de consommation et une vraie transformation dans la manière dont on travaille. Et c'est assez intéressant à vivre et à mener dans la transformation de notre industrie. Vous parliez des langues étrangères. Alors justement, c'est une transition parfaite. On observe un retour des touristes étrangers en France. Il est dû à quoi? On est plus sympathique en France pour accueillir Non, mais je pense qu'on a les plus beaux domaines skiables. Donc c'est les Anglais viennent de plus en plus. Nous, c'est un client sur 4 quasiment cet hiver qui est d'origine européenne, qui n'est pas français. Les étrangers continuent à venir visiter la France, la campagne, les villes de bord de mer ou la montagne. Et effectivement, on a les plus belles destinations, les plus beaux produits, et c'est pour ça qu'ils choisissent notre pays pour passer leurs vacances d'hiver. Bon, alors le top 3, si on n'a pas encore réservé ses vacances, Nicolas, pour partir à Noël, vous nous recommandez d'aller où?
Pour partir à Noël, moi je suis un grand fan des stations villages, des Méribel à Laclusaz, le Grand Bornand ou encore Samoins. Ce sont des stations villages dans lesquelles il y a encore de la place là. Il y a encore de la place sur les départs de Noël. Sur les départs de Noël, il y a quelque chose de super c'est le phénomène des courts séjours. On peut partir moins que cette nuit, donc c'est aussi une bonne opportunité de maîtriser son budget pour ses vacances. Et c'est l'occasion de vivre la féerie des vacances de Noël à la neige, un peu de ski et se balader dans les villages. Et c'est toujours super pour déconnecter. Bon, quand même de la neige en tout cas pour Noël. Il y en aura d'ailleurs. Est-ce que vous avez les prévisions La neige arrive. Les grandes stations ont ouvert la semaine dernière. D'autres continuent à ouvrir. La neige est là et on est très confiant sur le fait qu'elle va tomber dans les 2 à 3 semaines. Donc réservez vos vacances. Merci beaucoup Nicolas Borin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Maeva. Restez avec nous. On marque une courte pause avant de découvrir le témoignage d'un champion entrepreneur qui défend la cause des personnes en situation de handicap et facilite leur vie au quotidien, ainsi qu'une innovation qui vous permettra de passer vos vacances à bord d'un bateau de rêve. Le numérique pour tous spécial bien préparer ses vacances avec le numérique, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, bien préparer ses vacances avec le numérique, j'ai le plaisir d'accueillir un homme aux multiples talents. Il est champion, entrepreneur et il défend surtout la cause des personnes en situation de handicap, lui-même ayant eu un grave accident le privant de ses bras et de ses jambes. Philippe Croizan, bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Comme d'habitude, c'est une boule d'énergie et on va partager pas mal de belles choses avec vous. Philippe, avant de commencer, j'aimerais que vous nous partagiez un petit peu le statut des personnes en situation de handicap au quotidien aujourd'hui, à Paris ou dans les villes françaises, et surtout 2-3 mois après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonjour Vanessa. Déjà, je vais commencer par vous dire, on va enlever le mot personne en situation de handicap. Parce que c'est pas nous qui sommes en situation de handicap, c'est notre société. Si notre société est adaptée, je suis plus une personne en situation de handicap, je suis un citoyen comme tout le monde. On va changer de logiciel. Exactement. Donc j'aime à dire que je suis une personne capable autrement, que mes petits camarades sont des personnes capables autrement. Pour répondre à votre question, il y a encore un peu de travail à faire. Enfin, vous voyez, très souvent, on voit sur les réseaux sociaux, j'habite au 3e, 5e, 15e étage, l'ascenseur est en panne. Combien de fois on le voit? Mais c'est tous les jours. Tous les jours, c'est une catastrophe. Les personnes à mobilité réduite, les personnes capables autrement ne peuvent pas quitter leur logement, ou alors ils ne peuvent plus y rentrer. Et là, dans ce cas-là, ils appellent les pompiers répondent, bah non, c'est pas notre boulot, les gars, c'est appeler le dépanneur de l'ascenseur. Vous voyez, on tourne en rond. Ça m'arrive encore quand je viens à Paris, et très souvent je prends le taxi, mais quand je prends le bus, malheureusement en heure de pointe, très souvent le bus est plein, le chauffeur s'écarte du trottoir et dit désolé, vous pouvez pas monter à bord, ou alors voilà, ma rampe est en panne. Voilà, peut-être pour des gens lambda, des petits détails, mais pour nous qui font toute la différence. C'est un monde. Ben oui, parce qu'on nous replonge automatiquement dans notre univers de personnes handicapées. Philippe, cet élan et cette mobilisation qu'il y a eu cet été pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, est-ce que le soufflet est retombé? J'ai envie de poser la question comme ça aujourd'hui, ou alors ça a quand même permis de poser des jalons et d'aller un petit peu plus loin? Je dirais pas que le soufflet est retombé par rapport au grand public, même par rapport aux grosses entreprises, même aux petites entreprises. Hein, on voit cette énergie qui est là, qui a démarré. Hein. La première énergie, c'était Londres 2012. La deuxième, je pense que c'est vraiment Paris 2024 pour le changement de regard de notre société en général. Vous savez, parce que le handicap, culturellement parlant, depuis la Première Guerre mondiale, voire même la Deuxième, on a toujours caché les personnes handicapées. Et ça, c'est culturel en France. Donc c'est seulement depuis la loi de 2005 où les personnes capables autrement commencent à sortir du bois, commencent à aller à l'école, les enfants vont à l'école, vont accéder au travail, vont vivre du fruit de leur travail. On essaye, même tout le monde essaye d'arriver à atteindre cet objectif. Mais malheureusement, enfin, on l'a vu avec nos chers politiques, il y a eu cette phrase, je m'en souviens toujours, hein, d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui dit vous avez allumé une flamme en nous qui va pas s'éteindre. Et 2 mois plus tard, il y a un nouveau gouvernement et le mot handicap, non seulement il n'y a pas de ministère des personnes handicapées, mais le mot handicap disparaît totalement. C'est juste incroyable. En 2 mois de temps, comment on a pu oublier? C'était un acte manqué ou c'était comment vous l'interpréteriez? Je sais pas si c'était un acte manqué. Je peux pas vous dire si c'était un acte manqué. Je fais pas partie des sphères. Mais est-ce que c'était un acte manqué? Ou alors est-ce que c'était on va faire ça et ça va gueuler et on va passer à autre chose? Ça va allumer une autre ampoule. Et j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Mais ça a été un choc pour l'univers. Enfin, toutes les associations se sont mis vent debout. Enfin, même l'ancienne ministre à l'époque des personnes handicapées a dit mais c'est quoi cette histoire? On peut pas nous oublier, quoi. C'est quoi? Mais voilà, c'était un choc. Vous avez eu le sentiment d'un oubli? Ah bah c'était un choc violent. Ouais, non mais vraiment très très violent. Enfin, on peut pas avoir la loi de 2005, s'être battu pendant des années, et après les Jeux Paralympiques 2 mois après de dire le mot handicap n'existe plus. Il y a plus de secrétariat aux personnes handicapées. Donc effectivement, ils ont fait marche arrière très très rapidement. Et aujourd'hui, on a un ministère.
Donc voilà, mais il faut toujours être veillant, enfin surveiller, faire attention à ce qui se passe et répondre présent quand il y en a besoin. Alors Philippe, on va en venir à l'une de vos multiples activités, qui est celle d'entrepreneur, puisque vous êtes à l'origine d'une application pour faciliter la vie, parce que votre combat se matérialise aussi par des choses très très concrètes. Vous avez lancé une application qui s'appelle Very Important Parking, et qui facilite la vie, alors que l'on soit à Paris, que l'on soit en déplacement justement pendant ces vacances des personnes à mobilité réduite, mais aussi... Personne capable autrement. Vous allez les réintituler, on va créer justement ce nouvel acronyme. Alors expliquez-nous la genèse de ce projet et justement comment aujourd'hui ça peut faciliter la vie de tout le monde justement. C'est parti tout simplement dans mon bureau à la maison avec mon ami Thierry Garot, avec qui on a co-créé cette application. Je fais entre 100 et 120 conférences à l'année, j'ai une conférence spectacle qui tourne, et quand j'arrive dans une grande ville, je galérais tout le temps à trouver une place de parking. Et je dis, tiens, si on crée une application, on regarde ce qui existe, malheureusement il y avait pas grand chose, et on se dit, allez, ok, on lance l'aventure. On va créer une application. Et j'y connais absolument que dalle. Vous savez, quand je veux traverser la Manche à nage, je sais pas nager. Quand je veux être pilote sur le Dakar, j'ai jamais été pilote de ma vie. Donc j'apprends. Donc je m'entoure des personnes compétentes. Et là, on a fait pareil. On a appelé plein de jeunes. Et il y a Marc qui nous a suivis dans cette aventure, qui a créé l'application de A à Z. Et aujourd'hui, on a plus de 50 000 téléchargements. Alors expliquez-nous concrètement que proposez-vous et comment vous facilitez la vie au quotidien. Alors, au départ, même des parents qui ont des poussettes ou même des personnes un peu plus âgées. Exactement, l'application elle est vraiment pour tout le monde, même pour ceux qui ont une mobilité empêchée pendant un certain temps. Vous voyez, quelqu'un qui a la jambe dans le plat ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur l'application on trouve des places de parking. Mais pas que. C'est-à-dire qu'au début, on était parti sur les places de parking, privées et publiques. Et après, on s'est dit, ouais, mais une fois qu'on est garé, ça veut dire qu'on veut aller quelque part. Donc, on a déclaré tous les toilettes PMR. Là, aujourd'hui, on a toutes les plages accessibles de France qui sont dans l'application grâce à Handy Plage. Voilà, on monte des partenariats. Alors, on a sonné un partenariat avec Tourisme et Handicap. Donc, tout ce qui est touristique, accessible, c'est sur l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous dites, tiens, je veux aller au château de Versailles. Vous allez trouver la place PMR, l'accès pour entrer, le toilette PMR. Vous allez trouver le restaurant autour qui est accessible. Vous voyez, on est en train de développer à une vitesse folle. Aujourd'hui, on a plus de 800 000 lieux et places de parking accessibles sur l'application. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 000 personnes qui l'ont téléchargée et qui l'utilisent environ entre 2 et 3 fois par semaine. Donc c'est juste génial, quoi. Et donc elle est alimentée en termes d'information par vos recherches ou alors les citoyens peuvent aussi l'enrichir? Mais vous avez entièrement raison, c'est une application participative. C'est-à-dire que on a vu des parents qui s'amusaient avec leurs enfants, trouver les places de parking, un peu comme un Pokémon Go, mais là c'était VIP Go. VIP Go, donc les gens s'amusaient à trouver les places de parking, les toilettes PMR, ils la prennent en photo, c'est très simple. Ils mettent un petit texte en dessous, et voilà, et le toilette ou la place de parking est déclarée sur l'application. Et aujourd'hui, on a développé encore davantage, on a sorti une nouvelle version où les commerçants eux-mêmes peuvent déclarer leur commerce accessible. C'est-à-dire qu'ils prennent leur commerce en photo, ils disent qu'il y a une rampe, il y a une porte automatique, il peut même y avoir un toilette PMR accessible dans leur commerce. Et ce que j'ai envie de dire aux commerçants qui nous écoutent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un commerce accessible, c'est entre 10 et 12% de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est pas une blague, hein. C'est parce qu'elle est accessible pour les personnes handicapées, elle est accessible pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont un handicap provisoire ou pour les parents avec poussette, les livreurs. On parle d'accessibilité universelle. Donc, un commerce accessible, c'est 10% à 12% de chiffre d'affaires supplémentaire. Philippe, on voit aujourd'hui, quand on est dans la ville, quelle que soit la ville, Paris ou province, beaucoup de travaux au quotidien. Est-ce que vous auriez envie de dire qu'il faut changer aussi un peu le paradigme quand on reconstruit et le penser de manière beaucoup plus inclusive? Est-ce qu'il y a une vraie démarche là-dessus qu'on pourrait officialiser? Mais normalement, la loi l'oblige. Normalement, la loi l'oblige. Après, il y a la loi et il y a ceux qui la contournent aisément et qui demandent des dérogations pour un oui, pour un non. Ou alors, une fois que les travaux sont finis, on va dire, ah oui, zut, on a oublié les personnes à mobilité réduite. Ah ben, on va les faire venir. Et là, on se retrouve avec un poteau en plein milieu du trottoir. Bon, bah là, tu te dis, mais pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, aujourd'hui, dans tous les travaux qui sont faits à Paris, parce que toujours Paris est toujours sans dessus-dessous, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu penser, comme on dit, accessible by design, c'est-à-dire penser de l'accessibilité dès le départ? Honnêtement, j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais on voit bien qu'aujourd'hui, franchement, il y a vraiment une prise en compte du handicap dans les décisions des travaux publics et ainsi de suite. On est dans ce changement. On est dans ce changement. Vous savez, ça fait 30 ans que j'ai eu mon accident. Je vois bien la différence entre il y a 30 ans et aujourd'hui. Vous savez, tout le monde dit, ouais, faut aller plus vite, ainsi de suite. Ça a progressé.
Et ça progressera encore. Mais c'est vrai qu'on aimerait que ça aille un petit peu plus vite et qu'on nous respecte vraiment davantage. Philippe, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle émission sur Sud Radio qui s'appelle Faut que ça change, une nouvelle émission justement dédiée aux personnes en situation, alors je ne sais plus comment les appeler, qui vivent autrement, on va le dire comme ça. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment contribuer à changer le regard sur l'inclusion et sur ouvrir un petit peu nos chakras en se disant que la norme, c'est justement pas la norme? Mais vous savez, Vanessa, le handicap, du moment qu'on en parle, c'est le plus important. Vous savez, il y a quelques années, parler du handicap, c'était anxiogène. C'était pas bien pour les auditeurs. C'était pas bien pour les lecteurs. En plateau, on comprend que c'est tout l'inverse. Hein. Ben oui, on est entièrement d'accord. Donc, il est important d'avoir des émissions comme celle-ci pour continuer à ce changement de regard de notre société. C'est hyper important. Donc, bravo à cette émission et longue vie à elle parce qu'on en a vraiment besoin. Merci beaucoup, Philippe Croison. Je rappelle le nom de votre application disponible sur Android et sur Apple Store, Very Important Parking. Et elle est gratuite. Elle est gratuite en plus, donc n'hésitez pas à la télécharger dès que l'émission sera terminée. Je vous encourage vivement à l'avoir sur votre téléphone. Et pour terminer cette émission, et parce que l'on peut adorer la mer sans forcément vouloir naviguer, une application qui va vous permettre de dormir sur un bateau. Et oui, sur un bateau. Mais à quai. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Félix Nakache. Félix, bonjour. Donc vous êtes le président et cofondateur de Bedboat. D'où vous est venue cette idée? Vous aimez la mer ou vous aimez les bateaux à quai? C'est quoi l'histoire? Bonjour, ouais, donc moi j'ai grandi en partie sur un bateau. J'ai beaucoup été dans le milieu du tourisme, donc j'avais cette connaissance. Et ça m'est venu en fait d'un constat affolant en me baladant sur les ports. J'étais sur la Côte d'Azur. Et de me dire en fait le port il est plein, mais vide à la fois. Plein de bateaux, mais vide de personnes. Je me suis dit avec plus d'1 million de bateaux en France, c'est pas des ports, mais des dortoirs qu'on a là. De l'autre côté, dès que j'invitais des amis à venir me voir sur un bateau, ils étaient tous comme des fous, des étoiles dans les yeux. Et moi qui ai bossé pas mal dans l'entretien, j'étais sur ces bateaux, je les voyais l'Élifé, le bateau nickel, et le propriétaire qui venait. La moyenne en France, c'est 10 jours sur l'année. D'accord, alors quel type de bateau? Parce qu'il y a des propriétaires qui sont quand même assez maniaques et qui laissent personne monter sur leur bateau, je le dis en connaissance de cause. Donc quel type de bateau vous proposez justement? Nous, étant donné qu'on est une plateforme, on a une offre vraiment variée. On va avoir le petit voilier ou même le grand voilier. Donc là, ça peut être tout en bois, super sympa, en amoureux, le séjour authentique. On va avoir le côté un peu plus yacht, où là, ça va être un peu plus bling-bling, mais à un prix accessible. On va avoir le luxe, ça va être très sympa avec plusieurs étages, mais aussi le catamaran. On a vraiment tout type de bateau pour tous les prix. Et donc, ça veut dire qu'on peut venir de combien à combien sur un de vos bateaux? On peut venir de 2 à 10, 12 personnes. D'accord. Et encore, vu que le port est en fait, tous les bateaux sont au même endroit, on a aussi des gens qui nous louent plusieurs bateaux dans le même port. Concrètement, quel port justement, vous en avez partout à travers la France ou c'est quoi les ports un petit peu représentatifs? Aujourd'hui, on a dépassé la 60aine de ports. D'accord. Mais étant donné qu'on s'est lancé sur la Côte d'Azur, on a pas mal de bateaux aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Mais on en a partout en France. Ouais, et vous êtes une alternative économique intéressante, on va dire, par rapport à des établissements qui seraient sur la terre ferme? Ouais, c'est une alternative économique et qui est surtout dans l'hébergement insolite, quoi. De vivre une expérience complètement nouvelle. Mais Félix, un bateau c'est quand même fragile. Il y a un skipper, il y a du personnel de bord quand vous recevez 10 ou 12 personnes sur un bateau? Il n'y a pas de skipper, il n'y a pas de personnel. En fait, de base, moi qui suis du milieu des bateaux, les propriétaires, ils sont plus sereins. Parce qu'aujourd'hui, la seule option qu'ils avaient pour amortir leur énorme charge, c'était de le louer en sortie en mer. Là, la sortie en mer, il y a vraiment des risques, le bateau s'abîme, il y a de l'usure, il y a tout ça. Là, on leur propose que le bateau reste à quai. Donc, en fait, les seuls risques, ils vont être sur une table, sur une chaise, ça va être des risques minimes. Nous, on va prendre des cautions assez élevées quand même pour garantir et on travaille avec des assurances. Donc finalement, le risque, il est minime par rapport à une sortie en mer. Et comment ça se passe? Comment on récupère les clés et le passage? C'est un peu comme Airbnb, le circuit? Expliquez-nous. Nous, non, justement, on se la joue pas boîte à clés. Voilà. Nous, il y a vraiment un accueil par une personne. On va lui expliquer comment fonctionne un bateau parce que c'est différent. Nous, on mise vraiment tout sur l'expérience bateau. Il va recevoir un petit guide. Il va apprendre à faire des nœuds. On lui explique tout comment fonctionne le bateau et on est disponible s'il y a besoin. D'accord, mais comment on récupère, comment on appréhende le bateau le jour J quand on Avec quelqu'un qui vient vous donner vraiment les clés, vous expliquer en physique, soit le propriétaire du bateau, soit on a des partenaires, on a des conciergeries dans plusieurs villes en France, et là ça va être quelqu'un de la société. Et à partir de quel prix on peut avoir une expérience de rêve ou romantique? Étant donné qu'on est une plateforme, on a vraiment un peu de tout. On va avoir, comme je disais, le petit voilier tout en bois qui peut être à 50-70 € la nuit. Par personne? Non, en tout. En tout? Et on va avoir des yachts où là ça va être 1 000 € la nuitée, mais avec le jacuzzi au 3e étage, dont on se sert aussi beaucoup pour faire un peu de l'événementiel, des tournages ou même signer des contrats. Les gens ils aiment bien ce côté un peu waouh d'être sur un bateau. Merci beaucoup Félix, je rappelle le nom de votre société, Bedboat. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous retrouver en podcast et sur l'application Sud Radio. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.